présente donc les académiciennes, pardon, oui, il y a deux. On présente donc Patrick Couvet pour la dernière communication. Je précise que Patrick Couvet a eu donc le prix Duval-Marjolin de l'Académie. Il y a bien longtemps. En quelle année 1991. Voilà. Alors ce prix qui était à l'époque remis par l'Académie chaque année était remis au prix sur la meilleure thèse en chirurgie. Voilà. Exactement, c'est donc ma deuxième communication ici. Voilà. La première il y a un certain temps. Voilà. Qui m'avait lu ce prix. C'était à l'époque, j'étais un jeune interne chez Jacques Duparc et nous avions revu 350 reconstructions de cotyles. Pour implantation d'une deuxième prothèse de hanche. J'ai légèrement dévié depuis, puisque après avoir resté 2 ans avec M. Duparc, je suis passé dans l'aile d'à côté chez Jean-Yves Alneau, où j'ai appris le membre supérieur, et puis aussi avec Vladimir Mitz, bien sûr, la chirurgie de la main et la beauté de la main. Et enfin, j'ai rejoint, après être resté quelques années à l'hôpital, le groupe de SAFAR, l'Institut français de chirurgie de la main, où je suis toujours, mais évidemment maintenant plutôt du côté des vieux. Je voudrais vous parler des dénervations articulaires partielles appliquées aux membres supérieurs, avec à la fois une étude de la littérature et une proposition de nouveaux concepts. Alors, la dénervation articulaire partielle, c'est le concept de préservation de la fonction articulaire et du soulagement de la douleur en interrompant en fait uniquement les voies neuronales qui transmettent ce message de douleur de l'articulation pathologique à notre cerveau. C'est Rödinger, qui était un anatomiste allemand, qui a décrit ça dans sa thèse et introduit les bases du concept d'énervation en utilisant la loi de Hilton qui dit que les troncs nerveux, dont les branches alimentent les groupes de muscles animant une articulation, fournissent aussi l'innervation de la peau située au-dessus de cette articulation et l'appareil capsulo-ligamentaire de l'articulation reçoit une innervation identique. Mais bien que ces branches nerveuses soient les véhicules de la douleur, il n'existe pas en fait de réelle cartographie globale de l'innervation de ces articulations. Pourtant, la connaissance de l'innervation articulaire est essentielle pour comprendre l'origine de cette douleur et donc espérer la traiter. Bien sûr, l'approche classique du traitement des douleurs articulaires est au départ médicale, avec des médicaments anti-inflammatoires, des injections de stéroïdes, une thérapie physique, le repos, etc. Et puis, lorsque cette approche médicale pure échoue, va débuter l'escalade chirurgicale. Ça va commencer éventuellement par l'arthroscopie lavage, jusqu'à une stratégie, et pas une tragédie, finale, pour régler cette douleur articulaire, c'est-à-dire soit l'arthrodèse ou fusion articulaire, ou bien le remplacement de cette articulation par une articulation prothétique. Mais si l'innervation articulaire est identifiée, on pourrait proposer une approche chirurgicale de la douleur articulaire différente et donc complémentaire, basée sur l'interruption de la fonction des afférents douloureux. En outre, une articulation douloureuse, mais encore mécaniquement compétente, pourrait être préservée un certain temps et retarder l'implantation prothétique. Nous avons disséqué dans une longue étude 40 spécimens de membres supérieurs provenant de 20 cadavres frais. Il s'agissait de 13 femmes et 7 hommes, âgés de 53 à 91 ans, sans chirurgie préalable bien évidemment. Tous les sujets ont été injectés en utilisant une technique mise au point par Laurent Bourchex, qui travaille avec nous et aussi à l'école de chirurgie. Il s'agit d'une injection artérielle en rouge à partir de l'artère sous-clavière et en bleu à partir des veines dorsales de la main et des veines profondes du membre supérieur. Nous avons réalisé 2 protocoles distincts et complémentaires. 10 spécimens ont d'abord été disséqués pour identifier l'ensemble des nerfs et de leurs branches articulaires au membre supérieur, poignets, coudes, épaules, et ainsi affiner la topographie régionale. Puis 30 spécimens ont été opérés par des voies d'abord chirurgicales classiques et adaptées à chaque région. Les branches articulaires présumées ont été repérées par un clip ou par un lac. Puis la dissection s'est ensuite poursuivie largement pour vérifier la pertinence de nos repères. Toutes ces dissections ont été réalisées sous loupe grossissante et avec des instruments microchirurgicaux, bien sûr, fruit d'une collection de nombreuses photos et de plusieurs mesures. En ce qui concerne le poignet, qui est le mieux connu bien évidemment, Wilhelm en 1966 a développé ce concept de dénervation totale de l'articulation du poignet. Il a il a relevé 10 nerfs distincts et il les a réséqués au moyen de 5 incisions distinctes, comme vous pouvez le voir ici. Puis Bock-Gramco, qui est vraiment celui qu'on peut associer à cette chirurgie du poignet, en 1977 a rapporté les résultats cumulés chez 300 patients avec près de 70% de bons et d'excellents résultats. Ces résultats ont été corroborés par les études de Guy Fouché et de Da Silva en 1992 qui, utilisant la même approche, évoquent là aussi 70% de bons et d'excellents résultats, bien sûr sans aucune amélioration de l'amplitude des mouvements, qui est d'ailleurs en général conservée, sans amélioration de la force, mais avec un résultat pérenne.
D'autres études ont suivi. En 1978, Dellon avait démontré que l'innervation de la capsule dorsale était liée à celle du nerf antérosso-postérieur, la capsule antérieure par le nerf antérosso-antérieur. Mon collègue et ami Dubert avait rapporté que les voies d'abord décrites par l'anatomiste Willem étaient assez inaccessibles et même source de difficultés parce qu'elles étaient proches des branches motrices, et il recommandait de n'utiliser que 3 incisions, dorsale, palmaire et du premier espace. Certains ont voulu utiliser une seule incision en passant par derrière pour à la fois sectionner les branches articulaires du nerf osseux antérieur et postérieur. D'autres ont dit que c'était un risque sérieux de dénervation complète du carré pronateur par une seule incision dorsale. Nous avons mis au point une technique que nous utilisons régulièrement depuis maintenant 18 mois. Cette technique au poignet se réalise sous anesthésie loco-régionale en décubitus dorsal, membre supérieur posé à 90 degrés sur une table, avec un garrot pneumatique. Nous réalisons dans un premier temps une approche antérieure et latérale du poignet, par une voie classique de Henry. On identifie la branche cutanée palmaire du nerf médian, qui naît environ 7 cm au-dessus du pli palmaire distal, sa branche articulaire à la base du muscle abducteur brevis, on la coupe et on l'enfouit dans le muscle. De la même façon, on identifie la partie terminale du nerf osseux antérieur qui naît au bord distal du carré pronateur. Là aussi, on réalise une neurectomie et un enfouissement musculaire. Enfin, on dissèque l'artère radiale sur environ 4-5 cm et on nie et on excise les veines comitantes situées de part et d'autre de l'artère. Le deuxième abord est plus petit, il est situé dans un pli du premier espace intermétacarpien. On va identifier la branche superficielle du nerf radial et les divisions terminales, puis on isole le nerf digital dorsal ulnaire du pouce et sa branche articulaire qui est proche d'une anastomose veineuse assez bien visible entre le réseau veineux superficiel et le réseau veineux profond de la main. Troisième incision, qui se situe classiquement en regard du tubercule radial postérieur ou tubercule de Lister. On retrouve bien sûr le nerf antérosseux postérieur qui est situé au bord latéral du pédicule vasculaire. Là encore, neurectomie et enfouissement. Et quatrième approche, qui est une petite incision recourbée sur le côté médial de la tête cubitale, qui nous permet de retrouver une branche, après avoir isolé la branche cutanée dorsale du nerf ulnaire, de retrouver une branche articulaire. C'est en fait la première branche proximale qui naît avec une direction latérale ou radiale et qui se situe en général au niveau de l'interligne ulno-triquétrale. Pas d'immobilisation, un simple pansement et une rééducation immédiate. On réserve ça essentiellement d'ailleurs, je le dirai plus tard, mais aux patients qui ont une arthropathie du carpe avec une mobilité et une force conservées mais qui sont douloureux. En ce qui concerne le coude, Gardner, en 1947, a été le premier à décrire globalement l'innervation de l'articulation du coude. Puis Kaplan a proposé le premier une dénervation du coude en s'intéressant essentiellement à l'innervation de l'épicondyle latérale que Willem, toujours le même, avait étudié. Il décrivait d'ailleurs une branche partant du nerf radial et qui traversait le brachioradial en direction essentiellement du condyle huméral latéral. Dellon avait retrouvé exactement la même branche dans ses dissections un peu plus tard. En ce qui concerne l'épicondyle médial, plus complexe, Dellon avait décrit sur ces 6 cadavres une branche bilatérale issue toujours du nerf radial mais dont le trajet partait beaucoup plus haut, passait le long du septum intermusculaire médial pour innerver essentiellement l'épicondyle médial. Nous nous sommes intéressés essentiellement aux publications de Kessel qui sont plus récentes, en 2012 et Nourbach en 2016, qui ont réalisé un schéma topographique superposable des différents nerfs innervant l'articulation du coude. Ce qu'il faut retenir de cela, c'est que la partie radio-antérieure du coude est innervée par le nerf radial et le musculocutané. La partie radio-postérieure du coude est innervée exclusivement par le nerf radial. La partie ulno-antérieure du coude est innervée par le médian et le nerf musculocutané. Et la partie ulno-postérieure est innervée par le nerf ulnaire et certaines petites branches du nerf cutané antébrachial interne. Sur nos 40 coudes, provenant de nos 20 corps, nous avons retrouvé des résultats quasiment identiques à ceux de ces deux auteurs. Cependant, nous n'avons pas réussi à identifier toutes les branches référencées par De Kessel. Nos 2 approches chirurgicales que je vais détailler ne nous ont pas permis l'accès à toutes les branches articulaires et donc ne permettent pas une dénervation complète du coude, car certaines régions sont innervées par plusieurs troncs à la fois. Alors au coude, nous avons proposé 2 voies d'abord. L'intervention se déroule toujours sous anesthésie loco-régionale, patient en décubitus dorsal, membre supérieur à 80 degrés. La première incision est dorso-latérale, de part et d'autre de l'épicondyle huméral latéral et le long de la ligne médiane du bras.
Après ligature des veines superficielles, on contrôle le nerf radial, puis on identifie les branches collatérales du nerf radial au-dessus de l'arcade de Frose, qui nous permet de retrouver les branches articulaires, qui naissent en général du côté radial du nerf et près de l'arcade du supinateur, avec une direction cette fois-ci médiale. Là encore, on réalise une neurectomie et un enfouissement dans le muscle brachial. Au cours de cette approche, on peut disséquer aussi le nerf de l'enconé dans le chef latéral du triceps, à environ 3 cm au-dessus du condyle latéral. La deuxième approche possible est une incision cutanée dorsomédiale. Cette fois-ci, l'incision cutanée médiale se fait en regard du nerf médian et du pédicule vasculaire brachial. À l'auteur de sa division, on va retrouver des branches articulaires avec une direction latérale et postérieure. Puis, au bord médial de cette approche chirurgicale, on va disséquer le nerf ulnaire. Cette dissection est effectuée de proximal en distal. On va identifier une petite branche articulaire le long des vaisseaux ulnaires collatéraux supérieurs. On va disséquer le nerf sous l'arcade d'Osborne, identifier la branche motrice destinée au flexor carpi ulnaris, et là encore des petits faisceaux se dirigeant vers la capsule articulaire. Enfin, à la partie proximale et antérieure de cette approche chirurgicale médiale, on peut disséquer le nerf musculocutané, et entre les muscles brachial et biceps brachial, on va identifier des branches articulaires postérieures qui se déplacent en direction de l'épicondyle huméral. Nous ne sommes pas passés à une approche clinique de cette proposition qui reste conceptuelle. Au niveau de l'épaule, les dissections anatomiques des nerfs de l'épaule ont été décrites là encore il y a assez longtemps, en 1931 puis en 1948, puis d'autres dessins et d'autres dissections ont été proposées régulièrement jusqu'à celle d'Ekman en 2017. Toutes ces propositions ont démontré une tendance quasi constante. La capsule antérieure de l'épaule est innervée par une branche du nerf pectoral. La capsule inférieure de l'épaule est innervée par le nerf axillaire et éventuellement par le nerf radial. Enfin, la capsule postérieure de l'épaule est innervée par le nerf suprascapulaire. Là encore, nous proposons la réalisation de 3 voies d'abord complémentaires. Le patient est installé en classique position dite beach chair, c'est-à-dire la position utilisée pour, chez certains en tout cas, l'arthroscopie de l'épaule, en dégageant complètement le moignon de l'épaule et en permettant une approche à la fois antérieure et postérieure de la clavicule à l'épine de l'omoplate. Cette approche antérieure se fait par une incision infraclaviculaire à la base du triangle clavipectoral. Le fascia clavipectoral est ouvert et on va contrôler et mettre sur l'AC la veine céphalique, le pédicule axillaire et l'artère thoraco-abdominale. Ces mêmes lacs vont être utilisés pour contrôler une partie du plexus brachial, en particulier les cordons latéral et médial, et disséquer le nerf médian, puis le nerf pectoral latéral et médial, ainsi que ce qui les rejoint, c'est-à-dire l'ansa pectoralis. Les branches articulaires sont détachées le long du bord latéral de l'ansa pectoralis, et parfois du cordon latéral, et sont enfouies dans le corps musculaire du muscle sous-clavier. La deuxième proposition est une voie d'abord dans le creux axillaire. Cette fois-ci, dans la même position, l'épaule est mobilisée à environ 80 degrés et en RE2, c'est-à-dire comme cela, à 70 degrés. Cette approche axillaire permet d'aborder le segment infraclénoïdien du nerf axillaire. L'incision se fait par une ligne brisée derrière le bord inférieur du grand pectoral. L'aponévrose est effondrée. Les repères sont à la fois musculotendineux avec en bas et latéralement le muscle teres major et le grand dorsal. En bas, la partie initiale du chef-long du triceps et bien sûr vasculaire, puisqu'on va repérer le pédicule circonflexe huméral qui se dirige vers la partie profonde de la zone opératoire dans le trou carré de Velpo ou foramen de Velpo. Le nerf axillaire est situé sous et derrière les vaisseaux circonflexes, environ 1,5 cm de la cavité infraglédoïnienne. Le nerf axillaire est contrôlé assez facilement par un petit lac. Il est tracté vers le bas et on expose les 2-3 branches articulaires qui sont sectionnées. Enfin, dernière possibilité, toujours en position beach chair, à l'arrière de l'épaule, le long de l'épine de l'omoplate. Afin d'identifier les branches capsulaires du nerf suprascapulaire, on va réaliser une incision le long de cette épine. On va détacher une partie du muscle deltoïde et une partie du muscle trapézius. Dans la partie inférieure de l'incision, le muscle sous-épineux est incliné vers le bas et vers la partie médiane pour dégager les vaisseaux suprascapulaires qui sont visibles à la sortie de l'encoche spinoglédoïdienne. Le nerf en fait est situé en dessous et médial, même s'il n'est pas comprimé dans cette hypothèse. La même procédure est répétée au niveau de la fosse supraépineuse. Là, c'est le muscle sus-épineux qui est incliné vers l'avant et qui permet de contrôler le nerf à nouveau et les vaisseaux supraclaviculaires. Là encore, on va réaliser une neurectomie suprasélective des petites branches à destinée articulaire avec une hémostase prudente, bien évidemment.
Si on doit discuter ces trois possibilités sur ces trois grosses articulations, évidemment, au niveau du poignet, c'est là où on a le plus de recul, puisque en l'absence d'instabilité carpienne, lorsque la mobilité et la force de serrage sont encore à peu près conservées, le soulagement de la douleur pourrait être obtenu par une dénervation partielle. On sait que si, en réalisant un bloc nerveux, le patient se sent amélioré, eh bien, on aura jusqu'à 90% de bons résultats avec une dénervation partielle qui donne un résultat quasi identique, voire supérieur à une dénervation totale, avant la réalisation soit d'une arthrodèse intracarpienne ou pancarpienne ou de la mise en place d'une prothèse. Au niveau du coude, c'est un peu plus complexe. En effet, la plupart des problèmes cliniques de douleur sont liés soit à une épicondylite latérale, classique tennis elbow, ou une épicondylite médiale, ou coude du golfeur. Les douleurs articulaires liées à une arthropathie inflammatoire ou aux séquelles de fracture de luxation sont des indications plus rares. On a vu que la dénervation totale de l'articulation du coude était techniquement impossible, mais que néanmoins, il était techniquement possible de faire une dénervation partielle de ces condyles latéraux ou médiaux. Le syndrome de compression du nerf radial est évidemment quelque chose de différent qui peut nécessiter un traitement complémentaire. Au niveau de l'épaule, la stabilité et l'amplitude des mouvements sont davantage prises en compte dans les scores habituels. Et pourtant, dans la littérature, 20% des patients qui ont bénéficié d'une décompression sous-acromiale associée éventuellement à une réparation de la coiffe des rotateurs, ouverte ou arthroscopique, vont garder des douleurs. Donc la dénervation articulaire partielle, même si elle est exigeante, nous paraît être intéressante en complément. Au total, la dénervation articulaire partielle est probablement un des éléments de réponse aux douleurs articulaires qui persistent lorsque les solutions médicales habituelles ont laissé une articulation structurellement stable, mécaniquement satisfaisante mais douloureuse. Elle peut donc être, selon nous, associée au cours d'une chirurgie articulaire ou tendineuse. Elle peut être aussi complémentaire d'un geste préalable, c'est-à-dire lorsque la chirurgie ligamentaire ou tendineuse préalable n'a pas apporté un soulagement douloureux attendu. Ce qui nous paraît être des axes de recherche intéressants, c'est l'endoscopie et ou l'arthroscopie pour réduire le nombre d'incisions, réduire la taille de l'incision et réduire le risque d'adhérence. Et c'est probablement un moyen chirurgical plus élégant et peut-être plus sûr, c'est pas certain. Et dans ce cas, l'utilisation de la radiofréquence serait aussi une possibilité à envisager associée à cette approche endoscopique. Je vous remercie. Merci Monsieur Houvet de ce travail anatomique tout à fait extraordinaire. Je me tourne vers les collègues spécialistes en anatomie et je vais te laisser la parole, mon cher Patrice. Monsieur le Président, vous me faites trop d'honneur. Le FLOC Paris, j'ai beaucoup apprécié votre communication qui est tout à fait remarquable et qui sont des dissections depuis 60, 80 ans. Vous avez repris toute la littérature de toutes les articulations dans une visée chirurgicale. Et donc je n'ai que des félicitations à vous apporter avec leurs applications, mais je voudrais faire une remarque, c'est que les anatomistes du 19e siècle et au début du 20e, en particulier Ovlak, ont décrit les nerfs articulaires. Par exemple, pour le nerf ulnaire, j'avais aidé mon maître Bedwell à faire une transposition du nerf ulnaire et il m'avait dit « et la petite branche articulaire ». Et moi je ne savais pas, j'avais l'air d'une nouille alors que j'étais déjà assistant. Et là, donc je pense que dans les vieux traités, vous auriez une partie, vous avez été beaucoup plus loin dans tous les travaux anatomiques et chirurgicaux, mais vous auriez une partie des réponses à vos... Les anatomistes du début de siècle ont tout décrit. Hein. Non, ils n'ont pas tout décrit, et puis ils n'ont pas décrit dans une visée chirurgicale, à la différence de Salmon, qui lui était visionnaire, et avait injecté les artères pour qu'on puisse faire des lambeaux. Mais c'était un Strasbourgeois à Marseille, forcément. Attendez, j'ai vu notre collègue qui levait la main en premier, donc je lui laisse la parole en premier. Vas-y. Patrick, est-ce que vous avez observé à terme des stigmates d'arthropathie neurologique dont le substratum était celui-là? Alors, premièrement, encore une fois, on est passé, enfin, on a la chirurgie de dénervation partielle au niveau du poignet, ça c'est très bien connu, il y a des tonnes de séries qui ont été faites, et nous on s'est contenté de dire désormais on fera 4 voies, et c'est ce qu'on fait depuis à peu près 1 an et demi. Ces patients ont déjà des lésions majeures.
Ils ont des radios, comme disaient les Américains, IDUS, X-Rays, c'est-à-dire qu'ils ont des choses affreuses. Le problème, c'est qu'ils bougent parfaitement bien comme ça. Ils ont encore un grasp quasi équivalent du côté opposé. Et si on regardait que la radio, ce que parfois les gens font sans examiner les malades, bien évidemment, on leur proposait une arthrodèse, parce que c'est immonde. Mais le problème, c'est que leur proposer une arthrodèse leur ferait même partielle, scaphoïdectomie, arthrodèse catrose du cap, lunotriquétrale, tout ce que vous voulez, ça va leur donner un résultat inférieur à celui avec lequel ils se présentent, puisque en fait ils ne viennent avec une seule doléance qui est la douleur. Alors, ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'il y aurait une progression versus neurectomie versus pas neurectomie? C'est possible parce qu'ils vont continuer à s'en servir, et même d'une façon probablement un peu plus importante, puisqu'ils n'ont pas le rappel de la douleur. Mais de toute façon, en général, moi je leur dis qu'ils sont un peu au milieu du gué, c'est-à-dire qu'ils ont des radios affreuses et que inéluctablement ils vont évoluer vers une destruction articulaire qui va supprimer cette mobilité et cette force conservée, mais que pendant un laps de temps, 3, 4, 5 ans, je ne sais pas, on va leur donner la possibilité de ne pas avoir la raideur qui de toute façon ils auront dans 5 ans. C'est un peu ça le challenge. Voilà. Attendez, François, il y a notre président qui avait demandé la parole. Je vais donner la parole après à Alain Seri, qui est spécialiste de l'UR. Je pose cette question tout de suite parce que ça rejoint ce que vous venez de répondre. Je me place là en tant que sportif, vous avez parlé des golfeurs, de ça. La douleur, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que ça nous protège. Ouais. C'est grâce à la douleur et à la fatigue qu'on s'arrête de faire des conneries, notamment à notre époque où on fait quand même des triathlons, où les gars courent des 60 km, 100 km, voire plus. Alors, c'est peut-être moins le membre supérieur, mais est-ce qu'en supprimant la douleur, on ne va pas voir une évolution des arthropathies sur le plan organique plus rapide que si on ne supprime pas la douleur? Et je voulais voir quel est votre sentiment. C'est possible. Alors, au niveau du poignet, c'est absolument sûr, parce que la plupart du temps, on va faire ces dénervations pour des arthropathies post-traumatiques, ou la plupart du temps, peut-être 10% microcristalline, mais en général, ça. Au coude, c'est moins vrai, parce que comme je l'ai dit, on est sur des pathologies douloureuses où il n'y a pas d'arthropathie. C'est-à-dire, c'est essentiellement des tendinopathies récidivantes. Vous parliez du tennis elbow. On voit tous les jours des gens qui sont embêtés par un tennis elbow depuis 3, 4 ans, qui ont eu N infiltration de corticoïdes, puis N infiltration de PRP, puis N séances de martelage, roux-doudou, tout ce que vous voulez, et qui sont toujours gênés. C'est-à-dire que dès qu'ils jouent un peu au tennis ou qu'ils prennent une bouteille pour le servir à leurs voisins ou voisines, ils sont mal. Donc le fait de dénerver n'aura pas d'influence sur l'articulation elle-même, puisqu'il n'y a pas d'arthropathie sous-jacente. Mais en revanche, c'est moins facile de faire ça au coude. Attendez, oui. Micro, c'est enregistré. Oui. Est-ce qu'on ne risque pas la rupture tendinopathie? Non, excusez-moi, du coup, c'est juste pour envie. Du coup, est-ce qu'on ne risque pas, si dans les problèmes de tendinopathie, s'il n'y a pas de couverture antalgique? Je crois pas. La douleur? Je crois pas. Non. Je crois pas. Et alors, puis, c'est presque un moyen de soulager. C'est comme le biceps dans l'épaule douloureuse, la rupture du biceps. Monsieur, oui, Alain Seri, je travaille dans le service de médecine de la douleur, donc je suis peut-être pas le bon exemple, parce que moi je vois pas tous les gens qui vont bien, et il y en a évidemment énormément, donc je vois les gens qui vont pas bien après les interventions, et je me pose la question, j'ai 2 ou 3 interrogations. Merci, c'était vraiment remarquable, et puis d'une précision alors je me pose la question, est-ce que vous avez observé des patients qui à distance présentent des douleurs qui n'avaient pas avant l'intervention et qui sont ce qu'on appelle les douleurs neuropathiques, c'est-à-dire avec un point intervenu de plusieurs mois voire un an, avec un fond douloureux permanent, brûlure, picotement et des signes objectifs de troubles de la sensibilité, allodynie, hypoesthésie, et le EMG est normal. Donc on est superficiel, c'est au niveau de la cicatrice. Alors, il y a pourtour cicatriciel, et il y a différentes zones, c'est un patchwork de zones. Bon. Mais mes 2 questions, c'est est-ce que la préventive analgésia dans la littérature donne rien sur cette survenue, sur la prévention? Je ne sais pas si c'est votre avis. La deuxième, c'est est-ce que vous utilisez systématiquement des médicaments antidouleurs neuropathiques, Lyrica, Neurontin, etc. Et la troisième, c'est est-ce que ça vous a incité à changer, parce que c'est pas sur le nerf, parce que le EMG est normal quasiment, c'est sur le trajet de la cicatrice. Est-ce que ça vous a incité à changer le trajet de l'incision? Voilà, on ne parle pas encore une fois tout à fait de la même chose, puisque nous, on va sectionner des branches articulaires oui, c'est vrai, et qui s'occupent de sensibilité profonde. Donc l'objectif, et ça peut être d'ailleurs une complication, c'est surtout de ne pas modifier la sensibilité superficielle. C'est ce que
j'essaie d'expliquer aux patients, sauf aléa, et c'en est un. Il ne faut pas confondre une branche articulaire avec une branche sensitive, ça peut être un sujet, ou avec une branche motrice, mais ce sont des branches articulaires profondes qui n'ont aucune incidence sur l'avant et l'après. C'est-à-dire que, évidemment, elles sont purement proprioceptives, où elles apportent la douleur articulaire, mais ça ne change rien. Alors, évidemment, plus on fait de cicatrices sur un poignet, plus on fait de cicatrices sur un coude, plus on risque de s'exposer à ça. Ça, c'est juste. C'est d'ailleurs pour ça que dans ma conclusion, j'ai dit qu'il faudrait qu'on aille plus loin, en particulier au niveau de l'épaule, pour faire une approche plutôt endoscopique, de façon à réduire la taille des incisions. C'est sûr que si on fait une incision de 10 cm devant, 10 cm derrière et 10 cm dans le creux axillaire, il va y avoir des choses. François, tu avais demandé la parole. Je voudrais féliciter l'orateur parce que je suis ancien membre de la Société allemande de chirurgie de la main et j'ai assisté à cette période explosive où c'était un thème fréquent et la série de Bock-Kramko qui analysait les choses de façon plus que méticuleuse. Ma question est, est-ce que cette technique est-elle transmissible? C'est-à-dire, est-elle possible? Peut-on dire qu'il y a une technique opératoire et qu'un chirurgien moyen peut la réaliser, ou faut-il, pour réaliser cette intervention, avoir un prérequis, c'est-à-dire passer par l'anatomie? C'est évidemment une bonne question, mais c'est sûr que c'est compliqué. La réponse est compliquée. C'est-à-dire qu'en théorie, un chirurgien devrait connaître son anatomie. Je dis bien en théorie. Voilà. En pratique, c'est plus facile effectivement au niveau du poignet. Plus on va dans des articulations profondes ou complexes ou multi-innervées, comme en particulier l'épaule, où il y a du monde, entre guillemets, comme on dit, c'est sûr que titiller le plexus brachial, les vaisseaux circonflexes et l'artère thoraco-abdominale, c'est compliqué parce que si l'hémostase n'est pas parfaite, évidemment, il peut y avoir des conséquences. Rien qu'un hématome peut donner effectivement des douleurs ensuite. Si l'hémostase est trop parfaite et qu'on va sectionner une petite branche avec à côté une branche motrice, il va y avoir des conséquences. Il y a des nerfs qui sont innervés que par une branche, etc. Je pense que dans l'épaule et dans le coude, c'est pas simple. Voilà, c'est pas simple. Mais l'idée, c'est de se dire qu'on est sur un concept de dénervation articulaire partielle et que si on ne veut pas absolument dénerver toute l'articulation, mais simplement sectionner quelques branches articulaires, probablement on va diminuer le seuil douloureux, à mon sens. C'est pas facile. Oui. C'est que Micro, François. On a déjà abordé, c'est que la rentabilité pour le chirurgien, c'est pas très rentable, car la cotation de la CNAM n'est pas très favorable et c'est orophage. Très long. C'est très long, mais c'est pas non plus une intervention tous les jours. Le cœur de cible, c'est encore une fois quelqu'un qui souffre, dont l'articulation est intacte ou en tout cas stable ou stabilisée, qui lui permet d'avoir une mécanique fonctionnelle. Voilà. Grosso modo, c'est ça. Je bouge encore mon poignet, j'ai une bonne force, je bouge encore mon épaule, j'ai une bonne force, ou bien j'ai une tendinopathie chronique du coude, mais j'ai pas d'anomalie osseuse. Donc ça reste une fenêtre de tir qui est... Et puis on peut aussi faire la chirurgie pour de temps en temps s'amuser sans gagner de l'argent. Voilà. Voilà. Jean-Claude, notre secrétaire de séance, a une question. Non, j'ai une petite question de curiosité, à la fois sur la technique, etc. Parce que au niveau du poignet, dans la technique, vous décrivez le fait, lorsque vous abordez l'artère radiale, de faire une résection veineuse, et il n'y a aucun autre geste dans toutes les autres techniques qui s'intéresse à la résection veineuse. Parce que Bock-Kramko avait décrit, et ses prédécesseurs avaient décrit qu'il y a des tas de petits, tout autour de ce pédicule radial, c'est-à-dire l'artère et les veines, pour simplifier, il y a des tonnes de petits faisceaux, mais alors microscopiques pour le tout, quasiment pas visibles, qui partent autour des veines et de l'artère, et qui plongent dans le sous-sol. Le pédicule vasculaire radial, il est très très adhérent au sous-sol. Donc l'idée, c'est de se dire, on ne va pas faire l'hémostase comme ça, et on fait une espèce de stripping, voilà, en fait, en sectionnant la collatéralité entre l'artère et les veines, et finalement sur une longueur de 4-5 cm, et en les liant de chaque côté. Donc on enlève sur 4-5 cm l'ensemble de ces petits vaisseaux vasa nervorum ou ramis nerveux qui plongent vers le sous-sol. Une dernière question de notre président. Dans les articulations profondes du coude et de l'épaule, vous ne les coupez pas tous, les petits nerfs. C'est sûr. Vous les choisissez comment? Ce qu'on voit. Voilà, comme ça se présente. Vous savez, c'est ce que disait Monsieur Villain, en parlant de la maladie du Dupuytren. Tout ce que je vois, je le coupe. Tout ce que je coupe pas, je le casse. Tout ce que je casse pas, je le laisse. Voilà.
Ça, c'est les bons aphorismes de M. Villain qui a versé notre enfance chirurgicale. Je me souviendrai toujours de celle-ci. Il n'y a qu'un seul temps plein hospitalier, c'est le staphylocoque doré. C'était quand même extraordinaire. Et il disait toujours paix sur la plaie aux germes de bonne volonté. Voilà, alors on va terminer sur la douleur. Merci encore, monsieur. Donc. Voilà, sur un aspect un peu, là aussi, poétique et philosophique, et je me tourne vers notre collègue qui est spécialiste de la prise en charge de la douleur. Je rappelle que la loi du 4 mars 2002 impose cette prise en charge de la douleur qui a longtemps été oubliée, pas rien que par les chirurgiens. Et puis, comme le disait Renan, la douleur humilie et pousse à blasphémer. Quant à Baudelaire, comme vous le savez, sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Tu demandais le soir, il descend, le voici. Une atmosphère étrange enveloppe la ville, aux importants la paix, aux autres le souci. Eh bien, je vous souhaite une excellente soirée, avec beaucoup de paix et sans souci. Voilà. Et merci à l'ensemble des orateurs pour cette excellente séance de communication libre. Voilà.